Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous, on commence sans plus tarder avec les titres de cette émission. L'armée populaire de libération de Chine est en pleine réforme, 5 zones stratégiques viennent remplacer les 7 régions existantes. Le ministère russe de la Défense rejette les accusations turques de violation de l'espace aérien de la Turquie par un avion russe. Primaire républicaine, Ted Cruz remporte le caucus de l'Iowa devant Donald Trump et Marco Rubio. L'Organisation mondiale de la santé qualifie l'épidémie de Zika d'urgence de santé publique de portée internationale. La Banque centrale de Chine injecte plus de 1500 milliards de yuans dans l'économie avant les vacances du Nouvel An chinois. À la une de cette édition, l'armée populaire de libération de Chine procède à une grande réforme. Elle sera désormais organisée en 5 nouveaux théâtres d'opérations stratégiques à la place des 7 régions militaires existantes. Un système d'état-major opérationnel prend aussi forme pour améliorer la coordination. Le ministère de la Défense a tenu une conférence de presse pour souligner l'importance de ces réformes. Selon lui, l'objectif est d'optimiser la structure militaire, d'améliorer l'efficacité et de garantir la capacité d'action de l'armée. Une nouvelle chance pour la plus grande armée du monde. La cérémonie marque la fondation des 5 nouvelles zones de bataille. Il s'agit d'un nouveau système de commandement de l'APL. Le changement est vu comme majeur. L'armée était orientée vers la terre. Elle sera désormais plus flexible et inclura plus largement les opérations en mer et dans les airs. Toutes les zones de commandement devraient se concentrer sur l'étude de la guerre, la situation de la sécurité nationale et l'élargissement des perspectives stratégiques. Toutes les zones de bataille devraient apprendre les mécanismes de gagner la guerre moderne et accélérer la mise au point de la stratégie de zones de bataille. La nouvelle structure regroupe les 7 anciennes régions militaires en 5 zones de commandement de bataille. Nord, Sud, Est, Ouest et Centre. Toutes sont supervisées par la Commission militaire centrale, qui est présidée par Xi Jinping. Chaque commandement sera responsable pour certaines directions stratégiques et priorités. Chacune sera conçue pour incorporer les forces de terre, de mer et de l'air. Le nouveau système de commandement est en 3 parties. La Commission militaire centrale, les commandements de zones de bataille et les troupes. Un système administratif vertical depuis le sommet jusqu'aux diverses branches de l'infanterie. La fondation des zones de bataille est un moment historique dans le système militaire. Il a une signification profonde pour améliorer nos capacités de gagner la guerre. La réforme a restructuré l'APL en profondeur. Les 4 quartiers généraux, l'état-major, la politique, la logistique et l'armement ont été démantelés. Leurs fonctions et tâches sont désormais partagées par 15 nouvelles agences. L'APL a aussi formé de nouvelles unités, comme le commandement général pour la composante terrestre, la force de fusée et la force de soutien stratégique. L'armée s'est séparée de 300 000 personnes au nom de la qualité. Elle continue de lutter massivement contre la corruption et de nouveaux commandants ont été nommés. Le message est le renforcement du leadership de l'armée pour briser les barrières de l'inefficacité et exécuter des opérations conjointes à l'étranger. Le président Xi Jinping a appelé à l'amélioration des capacités de combat de l'APL. Beaucoup pensent que cette nouvelle réforme va profondément transformer l'armée ainsi que le paysage sécuritaire du pays dans l'avenir. Le ministère russe de la Défense réfute avec force les accusations turques de violation de l'espace aérien de la Turquie par un avion russe, accusations dont Moscou estime qu'elles ne sont basées sur aucune donnée réelle, mais constituent une provocation délibérée. L'hystérie lancée par la partie turque n'est pas simplement une propagande non corroborée. Elle ressemble plus à une provocation préméditée.
Ces dernières 24 heures, nous avons minutieusement analysé toutes les données des instruments de contrôle de vol dans le nord de la Syrie, et pas seulement de notre armée de l'air, dois-je préciser. Il n'y a eu aucune violation de la frontière syrio-turque par des avions de l'armée de l'air russe. Le président turc Erdogan a déclaré dimanche que vendredi, un avion de chasse russe avait violé l'espace aérien malgré les avertissements en anglais et en russe. L'ambassadeur russe a été convoqué vendredi au sujet de cet incident. La Russie réfute ces allégations. Dans la course à la présidentielle américaine, le sénateur républicain Ted Cruz a remporté le premier vote de la primaire en battant de peu ses rivaux Donald Trump et Marco Rubio, lui aussi sénateur. La favorite démocrate Hillary Clinton aurait elle aussi pris un très léger avantage sur son rival Bernie Sanders. Le caucus de l'Iowa occupe une place unique dans le calendrier électoral américain. Il constitue traditionnellement la première étape du processus de nomination à la présidentielle pour les partis démocrates et républicains. L'Organisation mondiale de la santé a qualifié hier d'urgence de santé publique de portée internationale l'épidémie du virus Zika en raison de ses liens avec des milliers de cas de microcéphalie, une malformation congénitale que l'on retrouve chez les bébés. La directrice générale de l'OMS, Margaret Chan, a déclaré aux journalistes que la qualification d'urgence avait été recommandée à l'agence onusienne par un comité d'experts indépendants. Margaret Chan a ajouté qu'une coordination internationale était nécessaire pour améliorer la détection et accélérer la mise au point d'un vaccin et le diagnostic de la maladie. Mais elle a précisé que des restrictions sur le voyage ou le commerce n'étaient pas nécessaires. L'OMS a indiqué la semaine dernière que le virus Zika, transmis par une piqûre de moustique, se propageait de manière explosive et que 3 à 4 millions de cas étaient attendus dans la région des Amériques. Les experts considèrent que la relation causale entre l'infection Zika durant la grossesse et la microcéphalie était fortement suspectée, bien que non prouvée scientifiquement. Après une étude des éléments, le comité a recommandé que l'ensemble microcéphalie et autres complications neurologiques constituaient un événement extraordinaire et une menace de santé publique de portée mondiale. Selon eux, une réponse internationale coordonnée est nécessaire pour minimiser les menaces pesant sur les pays et la propagation internationale. Les membres du comité considèrent que la situation correspond aux normes des urgences de santé publique de portée internationale, ou PHEIC. La Banque centrale de Chine a injecté plus de 1500 milliards de yuans sur le marché en janvier, avant la nouvelle année lunaire. La Banque populaire de Chine a prêté 862 milliards de yuans à des institutions financières via un mécanisme de prêt à moyen terme. Elle a aussi fait usage à plusieurs reprises d'outils de prêt à court et à moyen terme pour augmenter les liquidités avant les vacances de la fête du printemps. C'est une pratique courante de la part de la Banque centrale d'injecter des liquidités de cette façon avant le Nouvel An chinois, période propice aux dépenses. Un responsable de la Banque centrale affirme que l'institution ne va pas baisser le taux de réserve obligatoire des banques. Les liquidités sur le marché chinois ont été sous pression récemment en raison de l'affaiblissement du yuan et de la chute des marchés boursiers. Le Nouvel An chinois approche rapidement et cela pèse sur l'indice de confiance logistique de la Chine qui est légèrement en baisse par rapport au mois précédent. L'indice de confiance logistique a perdu 1,7 points pour s'établir à 53,3%, mais reste au-dessus de 50, qui indique une expansion de l'activité et non une contraction. Toutefois, les secteurs de la distribution des produits alimentaires, des biens de consommation et de l'électroménager sont très actifs. Selon les experts, l'indice de confiance logistique se situe dans des limites saines. À l'approche du Nouvel An chinois, l'ensemble de l'industrie de la logistique a connu une baisse, en particulier dans les secteurs manufacturiers, mais le bilan affiche néanmoins une croissance stable.
Dans la province du Roubaix, cette année, les deux sessions politiques annuelles sont un peu différentes. Un journaliste robot couvre les réunions de l'Assemblée provinciale du peuple, le corps législatif local et du comité provincial de la conférence consultative politique du peuple chinois. Ce journaliste robot couvre les deux sessions politiques de la province du Roubaix, dans le centre de la Chine. Il est capable d'avoir des conversations simples avec ses interviewés et enregistre leurs commentaires. Celui de l'évaluation du PIB vert. Yun Duo est aussi capable de reconnaître les visages. Au deuxième jour des réunions, le robot a reconnu une personne à qui il avait parlé auparavant. Bonjour, tu te rappelles encore de moi? Merci. J'en ai fait une au sujet de la ligne de chemin de fer internationale Yichang-Xinjiang Europe. Après les interviews, Yun Duo envoie ses enregistrements au siège de Roubaix TV. Après un montage, les propositions des membres du comité sont visibles sur l'application téléphonique de la chaîne. Et bientôt la grande transhumance chinoise à l'occasion de la fête du printemps. Beaucoup ont choisi de se rendre en famille par le bus. Les autorités ont pris des mesures pour assurer la sécurité de tous. Jiang Wenjiang, 57 ans, est un travailleur migrant de retour dans la province du Jiangsu. Il travaille seul à Shanghai, à 300 km de chez lui. Je travaille comme charpentier depuis 20 ans à Shanghai. J'ai gagné de l'argent cette année, mais pas assez pour rentrer pour le nouvel an. J'ai vraiment hâte de retrouver ma famille. Comme Jiang, de nombreux passagers ont choisi les bus longue distance comme mode de transport. Selon les chiffres officiels, les voyageurs chinois devraient faire 43 000 voyages par bus pendant les vacances. Les autorités disent vouloir assurer la sécurité en menant des inspections. Pour tous les bus qui partent et arrivent dans notre terminal, nous avons besoin de mener des inspections de sécurité. Par exemple, cela comprend les extincteurs. Nous devons vérifier qu'ils fonctionnent. L'indicateur doit rester vert. Chaque bus longue distance est équipé du GPS, ce qui permet au personnel du terminal de suivre ses déplacements. Nous pouvons localiser chaque bus et vérifier sa vitesse. Si quoi que ce soit se passe sur la route, nous pouvons prendre des mesures. Ça marche 24 heures sur 24. Le voyage de Jiang prendra 3 heures. Nous souhaitons à tous les voyageurs une heureuse fête du printemps. Ce sont près de 2,9 milliards de déplacements qui seront accomplis par le biais des transports publics durant cette période de la fête du printemps. Cette année, certains Chinois ont choisi de rentrer chez eux en covoiturage. Zhang Yu vit à Shanghai et comme d'habitude, compte visiter de nouvelles villes durant les vacances de la fête du printemps. Cette fois, il pourrait avoir de la compagnie cependant, alors qu'il vient de découvrir un nouveau service proposant de voyager avec d'autres personnes. Ce serait bien si je pouvais partager mon véhicule pour ramener les gens chez eux et gagner un peu d'argent pour les frais d'essence. Je ne m'attends pas à gagner beaucoup d'argent. Si l'argent peut couvrir 80% des coûts de l'essence, je serais très heureux. Le service a été lancé par la plus importante application de covoiturage de Chine, Didi Chuxing. Cela permet aux gens de poster et de réserver leur voyage jusqu'à 30 jours avant le départ. Les conducteurs et les passagers se choisissent l'un l'autre sur la plateforme de Didi. Le coût des voyages à courte distance, tel qu'allant de Shanghai vers Suzhou, est légèrement plus élevé qu'un ticket de train à grande vitesse, mais moins cher qu'un trajet à longue distance, comme de Shanghai à Beijing. L'entreprise est très optimiste quant à cette idée. Dans le passé, les gens achetaient des tickets de train, d'avion ou de bus. Mais que faire s'ils sont tous vendus? Cette année, nous fournissons une nouvelle solution. Nous estimons que davantage de personnes vont utiliser notre service à compter de dimanche et le début du rush. Jusqu'à présent, les principales réservations viennent de Beijing, Shanghai, Guangzhou et des grandes villes de second tiers. Mais est-ce que les passagers vont réellement payer pour ce service ?
Je vais tenter d'acheter un ticket de train d'abord. S'il y en a plus, j'essaierai cette application. Je pense que c'est un peu inhabituel de partager un véhicule avec un étranger. S'il y a des problèmes en matière de sécurité ou des différends, alors ce ne sera pas une bonne chose. Le ministère chinois des Communications a déclaré qu'il accueillait ce mode de partage de véhicules pour le pic de voyage durant la fête du printemps, à condition que les plateformes Internet le fournissent sans charger d'autres conducteurs ou passagers. À la gare de Wuhan, un groupe de bénévoles internationaux s'affaire. Ils répondent aux questions au bureau des renseignements, aident à transporter les lourds bagages et distribuent de la nourriture dans les trains. Jani Samarakun vient du Sri Lanka. Elle a déjà travaillé plusieurs fois comme bénévole depuis qu'elle étudie un doctorat à Wuhan. Mais c'est la première fois qu'elle est bénévole à la gare de Wuhan pendant le pic des voyages de la fête du printemps, la plus grande migration humaine au monde. Normalement, j'aide les voyageurs chinois à trouver leur porte d'embarquement dans les dents. Quand ils viennent vers nous pour demander comment trouver leur train, je leur indique la direction. Parfois, s'ils ont trop de bagages, on les aide à les transporter. Cette année, 15 étudiants internationaux de 12 pays se sont portés volontaires à la gare de Wuhan pendant la fête du printemps. Ils vivent en Chine depuis plusieurs années et parlent très bien chinois. Ils n'ont donc aucun problème à communiquer avec les passagers. Les passagers, ils ne savent pas que je suis une étrangère. Quand je commence à parler, ils me regardent et se disent « Oh, c'est une étrangère ». Parfois, ils sont nerveux. « Oh mon Dieu, est-ce qu'elle parle chinois ?» Parce que je ne parle pas anglais. Mais quand je commence à parler en chinois, ils sont très contents. La Chine a beaucoup de liens avec le monde à présent. Alors je ne suis pas du tout surpris de voir des bénévoles étrangers dans le train. C'est maintenant le 7e pic des voyages de la fête du printemps pour lequel des étudiants internationaux nous aident. Ils travailleront du 24 janvier au 23 février. Certains au bureau des renseignements, d'autres sur les trains. Les trains à grande vitesse rendent les voyages en Chine plus confortables que jamais. Ces bénévoles internationaux seront d'une aide précieuse avec leurs compétences en langue. Cette année, 22 millions d'usagers du train sont attendus à Wuhan pendant le pic des transports de la fête du printemps. 1,29 million de plus que l'année dernière. Les bénévoles sont indispensables pour faire face au nombre toujours grandissant des voyageurs à cette période de l'année. Le jardin de Yuan de Shanghai, construit pendant la dynastie des Ming, il y a environ 4 siècles, est l'un des lieux ayant conservé la plus grande authenticité de la vieille ville de Shanghai. Un essai pour la foire annuelle des lanternes du jardin s'est tenu dimanche, à quelques jours de l'ouverture officielle, et qui a attiré une foule de visiteurs. Orné de lanternes rouges à flammes, le jardin de Yuan, déjà une attraction touristique très prisée pour ses splendides jardins typiques du sud du fleuve Yangtze, est rempli d'une atmosphère festive. Des lanternes colorées représentent des légendes populaires historiques, telles que Confucius enseignant à ses disciples. Les faits héroïques du général Guan, la légende de Kongjong et de la grosse poire, et de Cao Chong qui pèse un éléphant. Mais l'élément le plus attractif est certainement celui-ci, un roi singe de 8 mètres de haut et qui pèse 1 tonne. Le roi singe avec une armure dorée est entouré et acclamé par de petits singes sur la montagne des fleurs et des fruits. Et cette présentation de lanterne crée une atmosphère joyeuse pour les visiteurs qui se déplacent ici. Je me sens très bien depuis que je suis arrivée dans ce jardin. Mon signe du zodiaque est le singe. Ce roi singe est vraiment splendide. Je l'aime beaucoup. Et avec toutes ces magnifiques lanternes colorées, le jardin de Yuan devrait être l'une des destinations les plus populaires durant ces vacances de la fête du printemps. Et la foire aux lanternes durera jusqu'à la fin du mois de février. Les librairies chinoises ont connu une année particulièrement difficile en 2012. Beaucoup d'entre elles ont été contraintes de fermer suite à l'arrivée des liseuses digitales sur le marché.
Et celles qui ont pu survivre à la vague de fermeture ont développé de nouvelles stratégies pour répondre aux besoins de leurs clients. Un reportage à Shanghai. Gu Chentao est le propriétaire de cette librairie. C'est le cas depuis bientôt 19 ans. La crise à laquelle il a été récemment confronté n'y a rien changé. Il y a 5 ou 6 ans, nous avons été durement touchés par l'arrivée des livres numériques et des vendeurs de liseuses. Notre revenu journalier a rapidement diminué de moitié. Combiné à l'augmentation constante du loyer, cette perte d'activité a bien failli nous faire mettre la clé sous la porte. Grâce à la réputation de la boutique de Gu, la librairie a pu être sauvée. Avant, nous étions situés près de l'université. Maintenant, notre boutique se trouve à l'intérieur du campus. L'université nous a offert un accord avantageux. À présent, la librairie est devenue une salle de conférence, en plus d'un magasin de livres. Mais nous tenons à préserver notre spécialité, les ouvrages académiques. Certaines librairies ont opéré une transformation bien plus radicale. Leur popularité est surprenante compte tenu de leur situation dans la banlieue de Shanghai. Jin Hao est le propriétaire de cette boutique. Il voulait créer la plus belle boutique de la ville. 2 ans ont passé depuis l'ouverture et il est très fier de ce qu'il a accompli. 3 éléments sont importants pour une librairie: l'environnement, les livres et le service. Un bel environnement attirera des lecteurs ou des touristes qui peuvent être tentés de passer du temps ici. Notre équipe s'occupe de sélectionner des livres pour nos lecteurs. Nos standards sont très élevés. Tous les best-sellers ne finissent pas dans nos rayons. Jin explique que la boutique peut recevoir quotidiennement jusqu'à 3000 visiteurs et que ce nombre est multiplié par 2 pendant les week-ends. Même si la librairie est ouverte depuis 2 ans et a rencontré un franc succès, le propriétaire n'est pas encore rentré dans ses frais. D'après mon expérience, il faut en général 3 ans à une librairie pour qu'elle devienne rentable. Des profits pourront être générés à partir de la 4e année. C'est une activité qui prend du temps. Mais cette librairie n'est pas comme les autres et nous serons sans doute rentables dès l'année prochaine. En 2014, les librairies de Shanghai ont vu leurs revenus augmenter de plus de 3%. Il s'agit de la première augmentation enregistrée sur les dernières années. Mais en 2015, les ventes ont seulement augmenté de 0,3% malgré la multiplication des librairies. Un jour, j'ai vu 2 clients prendre une photo d'un livre dans une librairie. Je leur ai demandé la raison de cette photo et ils m'ont répondu qu'ils souhaitaient vérifier le prix de cet ouvrage en ligne. Vous voyez bien le problème. Certains pays fixent les prix des livres en concertation avec les libraires et les vendeurs numériques. En Chine, nombreux sont ceux qui souhaitent que des mesures similaires soient mises en place. C'est difficile, car ce genre d'accord repose sur une confiance mutuelle entre toutes les parties. Depuis 2012, Shanghai subventionne les librairies à hauteur de 15 millions de yuan et promeut la lecture auprès de ses habitants. Pour ne pas dépendre de ces aides, les librairies ont adopté de nouvelles stratégies leur permettant de surfer la vague numérique. La question reste de savoir si elles pourront durablement lui résister. La capitale chinoise, bien que résolument tournée vers la modernité, vit également au rythme de ses traditions. Il existe encore de vieux métiers quasi inconnus du grand public, mais qui perdurent grâce à la passion de quelques acharnés. Liu Bingjiang est l'un d'entre eux, son emploi, dresseur de pigeons. Clémence Azuelos est partie à sa rencontre pour CCTV français. L'hiver est déjà bien installé à Beijing, la capitale chinoise. Le soleil est à peine levé que la vie des routons du vieux Beijing s'anime à l'ombre des gratte-ciel. En cette saison, les températures matinales avoisinent les -20 degrés, mais cela ne va pas pour autant changer les habitudes de Liu Bingjiang, 68 ans. Ceux-là, là, c'est mes pigeons. Le paysage de Beijing, l'actuelle capitale de la seconde puissance économique mondiale, a considérablement changé au cours de ces dernières années. Des immeubles, voire des gratte-ciel ont par endroits remplacé les hutongs, ces habitations traditionnelles. Mais dans ce ciel qui porte aujourd'hui les marques de la modernité et de la croissance économique, un emblème du vieux Beijing passe l'épreuve du temps, le pigeon. Quand j'étais petit, je nourrissais les pigeons parce que je les aimais bien. Mais en grandissant, j'en ai appris de plus en plus sur eux.
Je me suis perfectionné, je les ai entraînés. Aujourd'hui, mes pigeons sont de vrais pigeons de compétition. Je les inscris aux courses de chaque district de Beijing. Ils concourent ensuite à la compétition organisée par les 18 districts de Beijing. Et comme ils remportent également des titres internationaux, certains de mes pigeons sont connus dans le monde entier. Bien plus qu'un passe-temps folklorique des retraités des Hutong, l'élevage de pigeons est une tradition chinoise vieille de plus de 3000 ans. Des recherches archéologiques ont montré que les pigeons étaient déjà considérés comme des animaux domestiques sous la dynastie des Yin. Aujourd'hui, leurs descendants bénéficient d'un traitement digne de sportifs de haut niveau. Je les fais voler chaque jour. Il y a deux types de vols d'entraînement. Le premier est le vol d'orientation et dure entre 40 minutes et 1 heure par jour, où mes pigeons doivent retrouver le chemin de la maison. Le second est une course d'endurance. Les distances varient entre 50 et 150 km. Les compétitions auxquelles mes pigeons participent sont des parcours longs de 350 ou même 550 km. Un bon pigeon peut voler à une vitesse de 80 km/h. La carrière d'un pigeon de course dure en moyenne 3 ans, mais c'est sans compter les intempéries et autres accidents qui peuvent survenir en plein vol. Les pigeons veulent à tout prix rentrer à la maison. Il arrive qu'ils ne terminent pas une course s'ils croisent sur leur route un oiseau de proie, un aigle ou un faucon. Ils peuvent faire un détour pour l'éviter et finir tard. Mais il se peut aussi qu'ils soient blessés et ne puissent pas rentrer. Pour leur dresseur, chaque pigeon a sa propre personnalité et dans le milieu, l'on dit qu'il est possible de voir le potentiel d'un pigeon dans ses yeux. Pour moi, mes pigeons sont comme mes enfants. Liu Bingjiang, qui tient ses pigeons de son père, compte bien les transmettre à son fils afin que celui-ci puisse faire vivre la tradition. Depuis Beijing, c'était Clémence Azelos pour CCTV français. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et à très bientôt sur CCTV français.